déballons dans le décor du rendez-vous de midi comme pour dire que la Saint-Val est à nos portes. Et nous sommes à nouveau ensemble aujourd'hui pour de nouvelles découvertes. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous décortiquons entre autres ces logiciels malveillants qui nous bloquent et nous empêchent quelquefois de disposer pleinement des potentialités de notre ordinateur. Et ce sera dans e-tech. Vous avez une parcelle et vous souhaitez avoir le permis de construire. Plus besoin de vous casser la tête. La dématérialisation des services publics a pris par là. La procédure d'obtention du permis de conduire est désormais détaillée sur la plateforme www.permisdeconstruire.gouv.bj et Adonis est avec nous aujourd'hui pour nous l'expliquer. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Je vais bien, bonjour chers téléspectateurs. La mine, elle est due à quoi? C'est la Saint-Valentin. Non, en fait, on se prépare pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, ce n'est pas la Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est pour bientôt. Tous les jours sont sur d'amour, donc pas besoin de... Alors, peu de tracasseries pour obtenir ce précieux document. Et oui, avec la dématérialisation du portail national servicepublic.bj, le gouvernement a mis en place, a dématérialisé cette pièce qui est obligatoire pour tout citoyen ou toute entreprise désirant... La pièce qui est obligatoire. Hein? Oui, le permis de construire est obligatoire. Si vous voulez disposer d'une maison ou d'un édifice, vous devez forcément obtenir cette pièce, ce permis de construire, avant d'ériger votre maison, votre bâtiment. Auquel cas, vous serez contraint de payer des amendes et faire les procédures pour avoir encore cette pièce. C'est optionnel ou obligatoire? On doit forcément prendre part à cette plateforme ou on peut toujours décider la plateforme, de faire la plateforme vous réduit, comme on en a l'habitude. Vous pouvez tout faire comme d'habitude, mais on tend vers la dématérialisation. Donc, ce qui va devenir maintenant, ce ne sera plus une option, mais une obligation. Une obligation. Mais suivons d'abord cet élément qui nous guide dans le processus d'obtention du permis de construire. Permis de construire. Donc il y a l'explication, le coût du service qui va dépendre évidemment des différentes catégories, la démarche pour l'usager, qui peut faire la demande, l'institution, la législation. Voilà. Ensuite, on clique sur le bouton faire une demande. On doit sélectionner le type de la demande, lieu d'usage d'invitation de recevant du public. Tous ces fichiers. Donc vous voyez là, je ne paye pas. La demande est envoyée. Ensuite, après la demande, l'officiel a traité et a mis le montant à payer. Donc maintenant, je reçois une notification pour me dire par SMS que un paiement est requis pour ma demande de permis de construire. Donc la notification est reçue et là je fais effectuer le paiement et mettre paiement physique et joindre la preuve de paiement où je peux faire un paiement électronique en ligne directement. Donc le paiement électronique en ligne va se faire via l'agrégateur de paiement par mobile money. Adonis, le permis, on l'obtient après combien de temps? Avant de venir au délai de permis de construire, il faut d'abord rappeler que c'est un service authentifié. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement vous connecter sur la plateforme avec votre CIP, votre NIP, pardon, le numéro d'identification personnelle que vous obtenez sur votre certificat d'identification personnelle disponible à l'ANIP. Mais si on avait déjà un compte? Si vous avez déjà un compte, comme les différents services qu'on avait eu à citer, il n'y a pas de souci, vous d'abord vous connecter avant de lancer la procédure d'obtention du permis de construire. Il faut préciser que cette pièce, l'obtention est un peu différente. Dans un premier temps, on fait d'abord la demande, en précisant les contours de votre projet de construction, la superficie et l'entreprise qui s'occupe de ça, ainsi que la qualité de la personne qui est habilitée à vouloir construire. Après cela, votre demande sera étudiée et vous sera notifié le coût à payer. Donc c'est après avoir reçu le coût à payer que vous allez ou encore vous connectez sur la plateforme pour aller payer afin que
vous puissiez recevoir votre permis de construire. Il faut signaler que, comme c'est un service authentifié, toutes les étapes, c'est-à-dire quand l'on vous prévoit votre coût ou quand vous payez, vous avez une notification directement sur votre téléphone par SMS. Concernant le délai, il varie de 25 à 30 jours. En fonction de la situation géographique, hein, à Cotonou, ce serait différent de cette personne qui est peut-être dans un village un peu loin de nous ici? Pas forcément. Le délai serait le même. C'est en fonction de la qualité d'abord de l'entreprise qui veut construire, de l'architecte, de la qualité des informations que vous avez fournies et aussi du temps, je dirais du temps, s'il n'y a pas d'autres demandes en instance. Voilà un peu. En clair, la demande inclut la catégorie de permis et si possible même ce qu'on veut faire de cette construction. Oui. Il faut signaler qu'il y a 3 types de permis, le permis A, B et C. Donc ça varie en fonction je dirais que le délai varie en fonction d'abord du type de permis demandé et aussi du coût avoisinant de votre projet. Avant de faire la demande, vous devez avoir le devis pour construire votre maison. C'est sur cette base aussi que sera calculé le coût que vous allez payer pour avoir votre permis de construire. Il faut toujours signaler que quand vous faites la demande et que vous avez des difficultés, vous pouvez toujours écrire par mail à service-public@gouv.bj ou appeler le 91 38 00 pour poser votre préoccupation. C'est toujours pour la réclamation? Oui, toujours pour la réclamation. C'est une vingtaine de jours hein, qu'on gagne grâce à cette réforme. Pas seulement et de l'argent aussi. Pas seulement une vingtaine de jours. C'est d'abord les tracasseries à aller déposer la pièce, faire le tour des différentes structures impliquées et autres. Voilà un peu, on simplifie votre procédure. Vous êtes à la maison, vous dit votre permis de construire est prêt. En même temps que vous téléchargez, vous appelez en même temps l'entreprise, bon, vous pouvez démarrer. Voilà un peu près. Il faut souligner qu'il y a 2 types de pièces. Les pièces que vous devez fournir de façon manuscrite et écrite et les pièces graphiques qui contrôleront d'abord l'échelle, le plan à faire pour le bâtiment. Merci à toi pour ces explications. C'est moi. Celle qu'on découvre ce midi a l'art de se sacrifier pour les autres. Comme une mère Teresa, elle consacre plutôt son habileté économique et financière au service de la communauté locale et plus encore des plus défavorisés. Christelle Femi Agbangla se raconte à travers cet élément. Je suis allée vers le journalisme déjà avec l'idée d'être entrepreneur social un de ces jours. Parce que je suis quelqu'un, j'aime raconter la vie des gens. J'aime aider les gens qui sont dans ma communauté. C'est lié à mon histoire. Moi, je suis JRI, journaliste reporter d'images. Donc, quand je vais faire mes activités, je vais sur des événements, je tourne moi-même, je monte l'élément. Je vais vous donner un exemple. Les filles victimes, les filles mères victimes de violences et autres, là. Quand on va sur des activités d'autonomisation avec elles, et on leur apprend quelque chose et elles commencent par exercer, il faut quand même accompagner avec une visibilité. Je vais avec ma caméra, je filme la manière dont ces filles-là produisent leur truc, je monte et puis je diffuse. C'est une visibilité que j'apporte à ces filles mais vulnérables. Quand nous voulons faire les activités, les sports, par exemple, je les monte moi-même. J'ai énormément d'avantages à être journaliste et entrepreneur social. Et aller vers les personnes, c'est quelque chose que j'ai appris durant ma formation. Donc ça m'ouvre des portes. Je sais comment chercher des contacts. Je sais comment aller vers des partenaires qui vont m'aider quand même à aboutir à mes fins. L'entrepreneuriat social, vu dans le sens d'économie solidaire, c'est vrai que c'est apporter une contribution à la satisfaction de la communauté vulnérable, défavorisée. Et ces personnes-là, ce sont des gens qui ne s'ouvrent pas facilement. Approcher les personnes défavorisées, je parlais tout à l'heure des filles mères vulnérables. Ce sont des filles qui ont pris une grossesse précoce et qui ont été peut-être rejetées par leur famille
leur entourage. Vous savez, nous sommes dans une société où stigmatiser quelqu'un, ça se fait quotidiennement et de façon très facile. Hein? Donc ces filles-là, quand vous les approchez, c'est pas facile pour elles de vous raconter leurs histoires. Elles ont honte. Il y a le poids de la honte. Elles ont peur que vous les jugez. Elles ne comprennent pas tout de suite que vous êtes là pour les aider. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et il faut aussi dire, il y a le côté financier qui pèse. Parce que quand vous allez vers ces personnes, c'est à vous de leur apporter quelque chose. Ce ne sont pas ces personnes-là qui vous apportent quelque chose. Donc, il y a d'énormes difficultés à être entrepreneur social. Toutefois, c'est intéressant de l'être. Le nombre d'enfants qu'on rassemble chaque année dans les orphelinats, dans les rues, dans les marchés, et qu'on aide à intégrer les classes, c'est énorme. Donc si moi je pense à tous ces enfants-là qui sourient grâce à ce que j'arrive à faire dans une communauté, je peux dire que je suis satisfaite. Les filles mais vulnérables, chassées de leur maison parce qu'elles ont pris des grossesses sur les bancs, qui aujourd'hui peuvent s'essayer en pâtisserie parce que ce sont des formations qu'on donne et peuvent nourrir leurs enfants elles-mêmes sans avoir à demander donnez-moi à manger et tout et tout. C'est une satisfaction. En tant qu'entrepreneur social, c'est pas comme si j'ai un salaire, mais l'entrepreneuriat social m'ouvre beaucoup de portes. Je suis journaliste. Moi, quand je fais des spots à titre gracieux à des filles vulnérables, d'autres personnes voient ces spots et disent « Ah, qui t'a fait ça ?» Et elle dit « Ah, c'est telle personne. » Demain, la personne m'invite pour faire un spot à son entreprise. Moi, je le fais, je gagne mon argent. Je vais sur des couvertures médiatiques pour des entreprises que je ne connaissais pas, mais grâce à l'aide que j'avais apportée à telle ou telle personne, j'ai eu cette opportunité. Quand tu vas vers des gens pour trouver des partenariats, pour aider des personnes vulnérables, ce sont des contacts que tu gagnes et ça peut t'aider dans ton métier. Je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Parce que mon histoire à moi, j'ai eu la chance que l'Éternel a mobilisé des gens sur mon parcours pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Je suis devenue orpheline à un âge où j'avais vraiment besoin du soutien de mon père. Donc je me suis dit, s'il n'y avait pas eu des gens à la mort de mon papa qui ont aidé ma maman, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Du coup, je me dis, si je peux aider un tout petit peu quelqu'un, la personne aussi peut être qui elle veut être demain. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci. Miss Rebecca Kenjonde, Miss E-Tech. Et demain, Miss, j'ai testé pour vous. Bonjour Mylène. En pleine forme. Ça va, bonjour aux téléspectateurs et bonjour chers collègues. Bonjour Alors, Rebecca. Hermone, quel est ton regard sur cette âme charitable? Non, mais elle est journaliste, reporter d'images à la base. Donc, vous savez, le journalisme est un métier vraiment passionnant parce que c'est un métier de contact. Cela vous permet d'être au contact des personnes, d'être au contact de plusieurs réalités, d'être au contact de plusieurs cibles. Et donc, dans cet exercice quotidien que nous faisons, qui est le reportage, on est amené à voir beaucoup de choses. Et je crois que si on capitalise toutes ces expériences du terrain, alors là, le fossé entre les frontières, entre la compassion et le professionnalisme et le travail qu'on accomplit, les frontières sont vraiment très ténues. Parce qu'il arrive à des moments donnés, vous vous rendez sur des terrains de reportage, vous vous dites, mais waouh, il y a des gens qui vivent ici. Il m'est déjà arrivé d'aller dans un coin, mais vous voyez le coin, vous ne pouvez jamais imaginer que des gens vont vivre là, mais il y a des gens qui y vivent. Donc, c'est justement ça, en fait, transparaître à travers le reportage, qui est de fait transmettre les émotions ressenties sur le terrain, évidemment, aux téléspectateurs qui nous suivent. Et donc, pour notre propre expérience personnelle, lorsque nous nous rendons sur le terrain, si vous êtes une âme sensible, à un moment donné,
vous développez de la compassion, en tout cas pour certaines personnes en difficulté. Et cela peut vous amener justement à vous battre pour des faits de société donnés pour la condition humaine en général. Et c'est cela donc le challenge de Christelle Femi Agbangla qu'on a eu le temps de découvrir évidemment à travers cet élément, qui est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire faire des choses pour impacter sa communauté. Lorsque vous êtes dans une communauté, vous devrez faire en sorte que, évidemment, comme on le dit, le bonheur n'a de sens que s'il est partagé. Et donc, si vous avez la possibilité d'apporter X ou Y pour impacter votre communauté, pour que les gens se sentent mieux, eh bien, alors faites-le. Christelle Agbangla, c'est une histoire assez particulière parce que cela sort un peu du commun, cela sort un peu des sentiers battus, de tout ce que nous avons eu ici comme référence. La plupart du temps, c'est des gens qui sont formés dans un domaine A et qui excellent dans un autre domaine B ou C. Mais ici, c'est comme pas là d'entrepreneuriat social. Ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat dans le sens où je crée ma structure, j'investis et puis voilà, le reste, c'est je gagne de l'argent. Ouais. Ici, oui, elle peut gagner de l'argent, mais c'est qu'au-delà de gagner de l'argent, elle apporte du sourire, elle apporte un instant de bonheur, elle apporte de la vie à des personnes qui, manifestement, sont vraiment défavorisées. Alors, Rebecca, tu comprends, toi, cette volonté de sacrifice et non d'intérêt? Alors oui, c'est vrai que Emma l'a développé tout à l'heure. Notre métier, c'est un métier de contact, donc certainement qu'elle a développé ce côté social. Elle avait déjà, elle a juste accentué. Justement, elle a dit qu'elle est orpheline et qu'à un moment donné, c'est parce que des gens l'ont aidée qu'elle s'est retrouvée à cet endroit-là. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, elle veut transmettre, elle veut aider aussi les autres comme on l'a aidée aussi, parce que si on ne l'a pas aidée, elle ne serait pas là. Donc, ce désir-là d'aider les autres, ce désir de solidarité, ce désir de partager l'amour, de partager le bonheur avec d'autres personnes, je pense que c'est ça, accompagné de son domaine, enfin de ce métier qu'elle a pris, le journalisme, qu'il a combiné toutes ces notions l'ont permis aujourd'hui d'être là et d'être entrepreneur social. Donc, on dit force à elle, on l'encourage et c'est toujours bien d'aider. C'est toujours bien d'aider. Ça nous permet de montrer d'abord qui on est réellement au fond de notre cœur. Donc, voilà. Mais on a souvent remarqué, notre passé nous forge forcément d'une certaine manière, dans une certaine mesure. Adonis? Oui, effectivement. En se basant sur le passé, vous pouvez mieux forger le présent et préparer l'avenir. Elle a allié micro, pouvoir porter la voix des sans-voix, je dirais, afin que l'impact soit beaucoup plus grand pour une meilleure vie pour ces populations-là. C'est déjà une bonne œuvre. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'en faisant cela, en aidant les gens, elle aussi, elle est épanouie. Ouais, donc, aussi bien là, la satisfaction morale d'avoir aidé les gens, qu'elle-même a sa propre satisfaction pour dire « Ah oui, en le faisant, je me sens bien ». C'est déjà... Mais je pense qu'il faut toutefois produire de la valeur ajoutée pour pouvoir couvrir les charges de l'entreprise sociale. Hein. C'est vrai qu'on est au service des autres, mais il faut tout au moins pouvoir tenir debout. Parce que si on ne tient pas, on ne pourra pas être au service des plus démunis. C'est peut-être paradoxal, mais lorsque vous voyez les plus grosses firmes, les structures qui génèrent assez d'argent dans le monde entier, c'est généralement des structures à caractère humanitaire. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup qui sont dans le social, il y a beaucoup de fondations qui assistent donc des personnes ou des structures qui font dans du social, comme on le dit. Et donc, vous savez, je voulais vous raconter une petite anecdote. En 2017, j'ai assisté à une formation sur le journalisme d'investigation. Et l'experte qui était venue nous former, elle est venue des Pays-Bas. Et elle nous a raconté un peu comment elle a développé le goût pour le journalisme d'investigation. Il s'est fait qu'elle est allée pour un voyage au Rwanda, je crois au Congo. Je ne m'en souviens plus, mais c'est dans l'Afrique centrale. Et donc, arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que vraiment le fossé est vraiment grand. C'est-à-dire, il y a une élite qui est là et qui manifestement en vit bien.
Et derrière, c'est qu'il y a une classe de la population qui végète vraiment dans la pauvreté, dans la misère. La chaîne, ça fonctionne souvent comme ça. Ça fonctionne souvent comme ça. Et à côté de ça, c'est qu'il y a une instabilité sociopolitique, donc des rebelles à gauche et à droite. Donc elle veut comprendre en fait le mécanisme de fonctionnement de ces personnes. Et elle nous raconte qu'il lui est arrivé de séjourner pendant près d'un an avec des rebelles. Donc, elle a sympathisé avec des rebelles. Elle est restée dans un camp de rebelles. Elle est restée là tout le temps. Elle les a suivis de bout en bout. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle a pu se rendre compte de la misère des populations. Donc, avec son sens élevé pour l'investigation, c'est comme ça, évidemment, elle est rentrée dans le journalisme d'investigation pour pouvoir révéler les dessous de ce qu'on ne voit pas toujours. Et donc, en allant au contact de ces personnes, dans ce travail quotidien qu'elle fait, dans ces personnes qu'elle rencontre tous les jours, eh bien, elle a développé cette affection-là envers d'autres personnes qui vivent dans le coin. Et donc, à côté du journalisme d'investigation qu'elle fait, c'est qu'elle a une fondation maintenant qui contribue pleinement à l'épanouissement de millions, pas de millions, mais de centaines d'enfants défavorisés, démunis qui sont sur le continent africain. Donc, ces genres d'histoires sont assez légion puisque tous les jours, nous sommes amenés à voir des personnes, tous les jours, nous sommes amenés à voir des réalités. Je dirais que nous sommes des gens privilégiés. Les journalistes sont des gens privilégiés parce que vous avez la possibilité d'aller partout. Dans toutes sortes de domaines, rencontrer tout type de personnes. Rencontrer tout type de personnes, rencontrer toutes sortes de réalités. Aujourd'hui, vous êtes sur un terrain, autant où il y a la joie, autant il fait bon vivre. Demain, vous êtes sur un terrain où les gens sont complètement défavorisés, où vous êtes ailleurs. Donc, vous êtes amené à voir tellement de choses que lorsque vous êtes une âme sensible, vous décidez d'aider. Et plus encore, quand tu vas sur les terrains, tu te mets dans les mêmes conditions. Absolument, oui, tu te mets dans les mêmes conditions. Et ce n'est qu'en faisant cela que tu peux transmettre les émotions vécues sur le terrain, parce que, comme je l'ai dit une fois encore, c'est l'essence même du reportage. Le reportage, c'est faire en sorte que les émotions ressenties sur le terrain puissent rejaillir sur le téléspectateur, sans pour autant non plus faire dans du drame, évidemment. Ce n'est pas, on ne demande pas de théâtraliser, mais c'est faire en sorte que les émotions ressenties puissent transparaître dans votre reportage. Et donc, lorsque vous faites tout cela, il y en a qui ont fait le journalisme et qui après ont viré dans l'humanitaire, qui sont pleinement aujourd'hui à fond dans le social, dans l'humanitaire, parce qu'ils ont été marqués par tel ou tel autre événement durant leur carrière. Donc, on va dire courage à Christelle Femi Agbangla, qu'elle continue, et surtout, c'est que cela ne l'empêche pas forcément de continuer dans son domaine qui est le journalisme. Le social, ça peut venir... je ne veux pas dire que c'est une activité seconde, ça peut être une activité première, mais à côté de ça, c'est que le journaliste vous offre cette possibilité de travailler en freelance, c'est-à-dire vous disposez de votre temps comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, vous faites ce que vous voulez en temps opportun, et c'est en cela qu'elle peut combiner les deux facilement, et cela pourra lui permettre, ou cela va participer de son épanouissement, mais également de l'épanouissement de ceux qu'elle aide. Je pense qu'elle a d'ailleurs dit, ce domaine, ce choix l'amène... lui ouvre plusieurs portes, des opportunités dans lesquelles elle se retrouve. Oui, et surtout aujourd'hui, c'est que dans ce troisième millénaire, vous avez les organismes internationaux, vous avez beaucoup de concours aujourd'hui pour promouvoir le leadership. Quand on vous parle du Mandela Washington Fellowship, lorsqu'on vous parle du programme YALI, lorsqu'on vous parle de plein d'autres programmes, que ce soit de la francophonie, de l'Union africaine, de la CEDEAO, qui se basent en fait sur ce que vous faites pour impacter votre communauté. Parce que c'est aussi ça aujourd'hui. Pour pouvoir construire des citoyens de type nouveau, il ne faut plus fonctionner sur le modèle ancien. C'est-à-dire, il faut des personnes qui prennent fait et cause pour des gens de leur communauté. Et dès cet instant, parce qu'on veut former aujourd'hui des leaders, et pour être un leader, il faut pouvoir impacter une communauté. Et donc, dès que vous arrivez à impacter votre communauté par une activité tierce ou par n'importe quelle action que vous menez, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'environnement, il y a tellement de domaines aujourd'hui qui sont arpentés par des jeunes gens pour pouvoir impacter leur communauté, parce qu'il y a du financement qui vient de l'extérieur, vous permet d'aller à la découverte de bien d'autres réalités extérieures. Donc voilà, les leaders aujourd'hui, ce n'est que comme ça, ils se font remarquer. Et Christelle Femi Agbangla est peut-être sur la trace des leaders, sait-on jamais. Elle est une leader, elle est sur le bon chemin. On lui souhaite du courage, simplement. Du courage, et on espère que d'autres personnes vont lui emboîter le pas. Pourquoi pas un monde
Je le fais déjà. Alors, le stress est l'une des premières causes de la détérioration de l'état de santé des entrepreneurs. Comment réussir à canaliser les peurs que l'on ressent lorsqu'on est entrepreneur? On en parle. Stratégie numéro 9. Tu sais, lorsque tu passes à travers une période difficile, il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle le stress. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vécu ce phénomène. Je débutais en business, j'habitais dans ma petite chambre. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'avais à peine de quoi manger, un pâté jamaïcain que je séparais en deux. Je prenais une partie pour le matin, une partie pour le soir. Je devais séparer la douche et on était une dizaine de personnes qui prenaient notre douche à la même place. Ça ne faisait aucun sens. Mais malgré ça, je me disais intérieurement, c'est temporaire, je vais sortir de la situation. Toutefois, un bon matin, je me réveille et je vois des plaques rouges pousser sur mon corps. Quelques heures plus tard, ça disparaît. Le lendemain, c'était la même chose. Ça a duré des jours, jusqu'au moment où je n'ai pas eu le choix d'aller voir le médecin. Arrivé là-bas, je parle de ma situation. Et c'est là que le médecin me pose la question. « Monsieur, êtes-vous stressé? » Je lui dis « Bien sûr que non, monsieur, je ne suis pas stressé. Au contraire, je suis plein d'énergie. » Il me dit « En effet, votre tête vous dit que non, mais votre corps parle autrement. » Et c'est là que j'ai compris l'importance de contrôler son stress, surtout en affaires. Parce que tu sais que lorsque tu passes à travers ces périodes difficiles, qui va générer du stress. Tu auras de la difficulté à dormir, des changements d'humeur, tu peux même développer des maladies. Alors, comment faire pour combattre cela? Le remède par excellence que j'ai découvert à travers les années, c'est l'endorphine. L'endorphine, tu peux le sécréter par les relations sexuelles ou par le sport. Je te recommande fortement, à tous les matins, de sortir et de faire du sport, d'aller dans une salle de gym, de faire de l'exercice. Tu ne peux pas garder ça à l'intérieur de toi parce que sinon tu risques de développer des maladies. Tu peux aussi trouver d'autres moyens pour contrôler ce stress. Certains aiment partir en vacances, par une semaine en vacances. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que ça te permettra de voir la situation à distance. Tu peux aussi sortir avec des amis. Si tu veux éviter la faillite, sortir la tête de l'eau, tu dois tout d'abord apprendre à contrôler ton stress. Et pour ce faire, il faut absolument que tu puisses sortir cette endorphine à l'extérieur de toi. Je pense que dans une certaine mesure, le stress, d'abord, il est humain. Le stress, il est présent déjà quand tu veux mieux faire, quand tu veux bien faire. Hermone, Adonis, Rebecca. Le stress est dévastateur, surtout quand, peu importe quand on soit dans la condition normale, en tant qu'employé, en tant qu'employeur. Plus tu as le stress sur toi, parfois tu es amené à fléchir, amené à trébucher et c'est surtout pas une bonne chose. Il faut parfois lutter contre le stress si tu veux avancer. C'est à peu près ça. Hermone, il y a une actrice, je pense, Sarah Bernard, je ne sais pas si tu la connais, qui disait que le trac, il vient avec le talent. Pour oui, elle, quand tu as le talent, le trac, il est forcément là, un minimum. Oui, il faut faire une différence entre le trac, le stress et la peur. Le trac, tout le monde a le trac. En tant que journaliste, chaque fois, quand vous voyez le générique du rendez-vous de midi passé en tant qu'animateur ou animatrice, c'est que vous avez le trac, c'est-à-dire cette petite peur bleue qui vous traverse chaque fois. Voilà, et lorsque vous faites votre instro... Dès le début jusqu'à la fin, du générique. Du générique jusqu'à la fin, et même les premiers mots de votre introduction. Mais lorsque vous passez cette étape, vous rentrez dans votre émission, ça passe. Et chaque fois, malgré le fait que vous le faites tout le temps, le trac ne vous quitte pas, c'est-à-dire le trac, c'est ce léger moment de peur bleue qui vous traverse rapidement lorsque vous voulez faire quelque chose. Mais qui ne nous empêche pas de bien faire. Pas du tout. Qui ne nous paralyse pas. Pas du tout, pas du tout. En fait, le trac, ça nous met un peu plus de pression en fait. Malgré le fait que vous le faites tous les jours, eh bien, chaque fois que vous voudriez le faire, il y a ce petit moment d'hésitation ou de peur bleue qui vous traverse. C'est plus ça le trac. Maintenant, le stress est omniprésent dans notre vie. Le stress, on le vit tout le temps. Dans toutes les situations de la vie, il y a le stress qui est omniprésent. Mais c'est comment gérer notre stress. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est même en cas d'urgence, il faut aller doucement pour s'assurer de ne pas faire de faux pas. Et donc, lorsque vous êtes stressé, vous ne contrôlez plus forcément vos émotions et vous ne faites plus forcément les choses selon l'orthodoxie. Vous ne faites plus forcément les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Vous ne faites plus forcément les choses dans la manière dont elles devraient être faites. Donc, le stress est lié à tout le monde. Le stress est lié à beaucoup de facteurs, en général exogènes à nous, que ce soit dans l'environnement professionnel, que ce soit dans l'environnement familial, que ce soit dans l'environnement, je ne sais pas trop, dans d'autres environnements extra-professionnels. Le stress, il est omniprésent. Maintenant, il y a la peur. La peur, c'est lorsque vous laissez le trac s'installer.
au début, si ce léger moment qui devrait en temps normal disparaître ne disparaît pas et s'installe sur la durée, cela devient de la peur et cela devient pathologique. Miss Kenjandé, le 23h30, il vous donne du trac, du stress, de la peur, parce qu'Elmond nous a fait la nuance. Je n'avais pas vu ça la venue, j'avoue. Mais bon, est-ce que je vais dire, c'est comme Elmond le disait, c'est le trac plutôt. C'est-à-dire quelques minutes avant, même quand vous êtes là, parfois vous êtes là, parce qu'on ne vous prévient pas que le générique veut passer. C'est vrai que vous voyez sur votre l'heure et vous êtes là juste, ça vient boum comme ça. Le truc vous dit, ben, viens quoi, le journal veut démarrer. Et pendant ces instants-là, vous hésitez un peu. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais bien introduire et tout ça? Mais après, mais pourtant, vous êtes quand même préparé. Hein? Forcément, il faut rendre. Il faut rendre, il faut présenter. Donc, ce n'est pas le moment de partir, quoi. Quoi qu'il en soit, il faut rester là. Donc, ce moment d'hésitation, ce moment de peur qui vous traverse légèrement, quand même, vous garantit que ça doit aller. Que ça va bien se passer. Oui, que ça va bien se passer. Parce que si tu n'as pas le trac, c'est tout comme si en fait, tu n'es pas sensible, tu n'as pas de sentiments. Et passer l'introduction, passer les titres, mais tu te retrouves. Je dirais même passer le premier élément. Quand tu lances le premier élément, ben, tu te dis c'est fini, quoi. Je suis dans mon marigot, il faut nager. Donc, après, lorsque vous êtes entrepreneur, le stress peut vous habiter. Si ce que vous faites, quand vous voulez faire un truc de nouveau ou quand il y a une situation nouvelle dans votre vie d'entrepreneur, évidemment, quand vous avez quelqu'un qui veut investir, par exemple, dans un projet nouveau, il se demande, mais c'est le moment des questionnements. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Est-ce que c'est la bonne affaire? Est-ce que j'ai flairé le bon coup? Est-ce que tellement de questions que finalement vous doutez un tout petit peu. Et donc, entre cet instant de doute, cet instant d'indécision, cet instant de prise de décision, finalement, vous êtes habité par un certain stress qu'il faut gérer. C'est des moments qu'il faut savoir gérer. Il y a certaines personnes qui trouvent leur salut. Le coach l'a rappelé, dans le sport, en allant faire du sport tous les jours, en allant courir parce que ça fait vraiment du bien, vous permettrez, je vais en finir. Si vous avez du temps pour aller courir chaque matin. Oui, lorsque vous l'intégrez dans votre organigramme, dans votre programme de chaque journée. Il arrive à le faire? J'essaie au maximum de le faire, ne serait-ce que 3 fois par semaine. Une chose est sûre, les dimanches, quand j'ai vraiment pas d'activité professionnelle, je vais jouer au foot, si ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est ça qui te détend en fait. Oui, ça me détend vraiment, parce que quand je vais pas jouer le dimanche, c'est que la semaine, je l'entame pas forcément très bien. Le fait de retrouver des amis, le fait de retrouver des connaissances, le fait de me détendre, ça me libère en fait du stress de la semaine. Sinon, il y a également d'autres activités pour pouvoir se détendre. Oui, il a parlé de relations sexuelles. Pour certains, c'est peut-être le moyen d'évacuer le stress. Tu préfères lequel? Bon, peu importe les moyens qui vous permettent de vous évacuer le stress, le plus important, c'est de pouvoir lutter contre évacuer le stress, pouvoir mieux faire votre travail. Il y en a qui écoutent de la musique pour évacuer le stress. Donc, en tout cas, on te voit souvent avec ton casque, tu circules, oui. C'est AirPods, ouais. Du shopping. C'est vrai qu'il y a j'achète tout le temps, moi. Du shopping pour évacuer le stress, c'est hors de question. Ça marche, Hermond. Ouais, ça marche. Il faut en avoir les moyens aussi. Mais tu t'endettes avec le temps, c'est tout. Mais ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'il est très fondamental, capital, lorsque vous exercez une activité, de faire l'effort chaque semaine d'évacuer votre stress. Trouvez quelque chose qui vous passionne pour évacuer votre stress. Si c'est le sport, tant mieux. Parce que oui, le sport, ça marche surtout quand c'est en groupe. C'est-à-dire vous avez l'opportunité de retrouver des gens, de vos amis, vos proches, des gens avec qui vous vous sentez bien. Et donc, pendant ne serait-ce qu'une heure ou deux, vous arrivez quand même à penser à autre chose qu'à votre activité professionnelle, et cela vous libère des hormones négatives et vous libère du stress. Là, il est bien inspiré comme chaque jeudi. Quand on a à parler pêle-mêle, on y va avec toi. Dans pêle-mêle, on parle art, on parle écriture, on parle festival. Absolument. On y va. Alors, Raymond, le
FESPACO 2021 est reporté. Oui, le FESPACO, principal festival du 7e art en Afrique, qui devrait se tenir fin février au Burkina Faso, a été, comme le festival de Cannes ou la Berlinale, reporté dans un contexte de rebond de pandémie de Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Le Conseil des ministres burkinabé a adopté la décision de reporter la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Le Burkina Faso, où 10 423 cas de Covid-19 ont été confirmés depuis le début de la pandémie pour 120 décès, eh bien, le pays connaît, comme le reste de l'Afrique de l'Ouest, une deuxième vague plus importante que la première. Le FESPACO, principal rendez-vous du cinéma en Afrique, se tient tous les 2 ans à Ouaga. Chaque édition voit des films de tout format entrer en compétition pour briguer la récompense suprême. Il s'agit bien évidemment de Les Talons d'Or de Yenenga. Depuis 1969, date de sa création, il rassemble à Ouagadougou des dizaines de milliers de spectateurs et acteurs du milieu du 7e art. Ce festival a contribué à faire connaître les plus grands réalisateurs africains comme Ousmane Sembène, Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo ou Abderrahmane Sissako, et reste aussi une formidable vitrine pour de jeunes talents, tant devant que derrière la caméra. Parmi ces réalisateurs, on n'oublie évidemment pas notre compatriote Sylvestre Amoussou, qui avait remporté les Talents d'argent donc en 2018 ou en 2017. Donc on s'en souvient. En 2017, on a une pensée pour lui ce matin, lui qui est de l'autre côté de l'Hexagone. Et le Festival de Cannes aussi subit le sort. Oui, le Festival de Cannes a subi le même sort. Plus important festival du cinéma au monde qui se tient traditionnellement en mai. Évidemment, il a été reporté au mois de juillet. Le grand rendez-vous annuel du 7e art n'avait pas pu se tenir en mai 2020 à cause de la pandémie. À la place, les organisateurs s'étaient résignés à publier une liste de 56 longs métrages faisant partie de sa sélection officielle 2020. Une édition symbolique s'était même tenue avec la projection de 4 films issus de cette sélection. Plus qu'un festival, Cannes est une vitrine essentielle pour les films français comme étrangers et une plateforme à récompense. Et la Berlinale elle-même a été reportée. Le premier grand festival du calendrier a déjà renoncé à une édition classique. Le festival est reporté à mars et la compétition se tiendra en ligne en raison de la pandémie. Des projections ouvertes au public seront organisées. Revenons au FESPACO. Rebecca, tu n'as jamais postulé? Aucun de tes films? Tu n'as jamais réalisé un film? Non, mais moi, les films, ce sont des films documentaires. C'est des films documentaires d'école. Donc, je n'ai pas vraiment pour tu pouvais arranger, répondre aux conditions. C'est possible, mais ce n'est pas trop. On en a eu des étudiants qui ont postulé. Adonis, le FESPACO, tu n'as jamais suivi, toi? Si, j'ai suivi de loin, mais bon, j'ai jamais... De loin, tu t'es jamais déplacé au Burkina pour pouvoir suivre? Non. Un Africain, un faux Africain en plus. Alors, Raymond, on va à la découverte d'une blogueuse qui prend fait et cause pour les femmes. Zoubida Fall, elle est l'auteure d'un blog d'écriture dans lequel elle réagit à tout ce qu'elle observe et entend, tout ce qui l'interpelle, surtout lorsqu'il s'agit de violences ordinaires et d'injustices. Nouvelles, fiction, chroniques, billets d'humeur et depuis peu podcasts et vidéos, l'auteur nous parle de son blog d'écriture, de son rapport à la société et du lien de son lectorat dont elle s'inspire à travers les réseaux sociaux. Regardez. La femme est à 99,9% au cœur de mes préoccupations. Toujours, parce que je considère qu'on lui met un poids extraordinaire sur les épaules. La femme rend compte pour tout. Quand ses enfants ont échoué, c'est de sa faute. Quand elle ne s'est pas mariée, c'est de sa faute. Quand elle n'arrive pas à faire d'enfants, c'est de sa faute. Quand on lui a amené une coépouse, c'est de sa faute. Quand son mari la trompe, c'est de sa faute. Quand, c'est de sa faute. Quand son enfant a été violé, on dit « elle était où sa mère ?» Quand il y a un inceste dans la famille, on dit à sa mère de ne pas dénoncer l'inceste parce que c'est à elle de prendre sur elle et de faire en sorte que son enfant puisse être bien vu dans la société. Et c'est d'une violence extraordinaire. Auteure saint-louisienne, contemporaine et féministe. J'ai lancé mon blog en 2017. J'ai toujours aimé m'exprimer par l'écriture, par la parole. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir m'adresser à des gens avec l'écriture, mais aussi en prenant la parole sur certains sujets. Nous sommes dans une société qui a le jugement extrêmement facile, je le dis très souvent, et qui peut s'avérer d'une violence extraordinaire par rapport aux gens qui ne respectent pas forcément la norme ou qui n'entrent pas forcément dans le moule.
On va prendre un exemple simple. Aujourd'hui, il est tabou d'imaginer que nos parents puissent avoir une sexualité, qu'ils puissent se remarier. Il est tabou de faire X mille choses. Et donc, j'essaie un petit peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière en le mettant sous une forme de nouvelles, de textes, de billets d'humeur, ce genre de choses. Je me suis toujours demandé quels pouvaient être ses rêves, quelles pouvaient être ses aspirations. Que serait-elle devenue si elle avait été à l'école ou découvert le monde? Ou tout simplement si elle avait été mariée avec un homme qui prenait la peine de l'écouter, à défaut de l'entendre. Ma mère est une de mes figures d'inspiration principale. J'ai eu ma grand-mère maternelle 100% sénégalaise et ma grand-mère paternelle 100% marocaine. Et il y a des tranches de leur vie, plus ou moins dans chacun de mes textes. C'est tous ces souvenirs-là et toutes ces histoires-là qui font ce que je suis. 100% de ce que j'écris passe essentiellement par le digital, si je prends à l'exception du recueil de nouvelles qui est paru en 2018. Donc oui, on n'a pas forcément de maison d'édition au sens classique du terme et faut bâtir sa communauté. En plus, mon écriture s'allie parfaitement avec tout ce qui est digital, ce qui est instantané. Et ça me permet en fait de pouvoir sortir du canal classique et d'adresser une nouvelle cible qu'on considère comme n'étant pas une cible de lecture. J'espère sincèrement et je milite pour que tous les nouveaux auteurs se retrouvent dans les bibliothèques des écoles d'une manière ou d'une autre, même si c'est au format numérique, au cours d'informatique, parce qu'au lieu d'apprendre Word, Excel en cours d'informatique, il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir apprendre à bloguer, à lire. Là, c'est mon quart d'heure militant, de pouvoir apprendre à bloguer, à lire, à produire du contenu sur Internet. Mais en attendant que cela se fasse, parce que les choses peuvent aller très lentement sous nos cieux, nous sommes sur le web, nous resterons sur le web et vous pourrez nous trouver là-dessus. Et lisez, lisez. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez, ça marche aussi. Ou bien? Oui, bien sûr, c'est de l'entrepreneuriat social. Oui, on en parlait en off, en début ou en milieu d'émission avec référence. On parlait de l'entrepreneuriat social, évidemment. C'est une forme d'entrepreneuriat social aujourd'hui, le blogging. Quand vous êtes auteur, vous écrivez sur un blog et vous prenez fait et cause pour des gens, pour des couches de la société et surtout dans le cas d'espèce. Il s'agit évidemment des femmes et notre l'invité, enfin, Zoubida Fall parle aujourd'hui de la condition féminine dans la société africaine et c'est un sempiternel débat depuis une si longue lettre de Mariam Abba qui dénonçait déjà la condition féminine dans la société, les ouvrages également d'une certaine... Son est en train de m'échapper, Riwan, celle qui a écrit Riwan ou le chemin, Ken Bougoul, Riwan ou le chemin de sable à travers sa trilogie, qui parlait également de la condition de la femme dans la société, donc décrit ou vu sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects. Donc Zoubida Fall fait également le même combat à travers sa façon. Aujourd'hui, elle utilise les canaux digitaux pour pouvoir passer son message, parce qu'elle se rend compte que malheureusement, même si nous sommes au 3e millénaire, les choses n'ont pas forcément toujours bougé dans le bon sens en Afrique. On est toujours dans certaines idées pour le moins révolues et qu'on essaie toujours de traîner, qu'on essaie toujours de garder. Malheureusement, les réalités ne sont plus les mêmes. Malheureusement, beaucoup de donnes ont changé. Malheureusement. Mais dire que c'est révolu, je pense que c'est un peu trop poussé. Quand je parle de révolution, oui. Quand je parle de révolution, en fait, c'est qu'aujourd'hui, encore au 3e millénaire, les gens continuent par persister et signer qu'il faut faire, par exemple, de l'excision, qu'il faut faire des mutilations génitales. Ça répond à quoi? Ça répond à rien du tout. Je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre, c'est d'abord notre culture en premier. Oui, c'est d'abord notre culture, mais il faut que la révolution s'opère. La culture, comme le dit quelqu'un, la culture sans ma culture. Et donc, ce n'est pas parce que la culture qui vient de l'extérieur, c'est pas parce qu'elle vient de l'extérieur qu'il faut systématiquement la rejeter. Et la révolution ne devrait pas toucher tous les domaines non plus. Mais il y a des choses dans notre culture qu'il faut dénoncer, comme ce dont je parle par exemple, l'excision, les mutilations génitales. Il faut peut-être essayer de revoir, mais bannir complètement. Bannir, oui, je suis d'accord pour bannir les mutilations génitales. Rebecca? L'excision aussi. Adonis Bon, ils ont déjà tout dit, je n'ai pas quelque chose à ajouter. Alors Raymond, merci à toi. Tout le plaisir. Alors, on connaît tous ces logiciels malveillants qu'on appelle généralement virus, qui s'attaquent à nos données sensibles au système de notre ordinateur ou encore à nos appareils numériques. Quelle est sa vraie nature? Comment fonctionne-t-il et comment l'éliminer? C'est dans E-Tech.
Madame Itek vient à notre secours. Oui, on parle aujourd'hui des logiciels malveillants et déjà, je vais vous demander de suivre ces explications. Vous allez comprendre un peu plus. Qu'appelle-t-on logiciel malveillant? Il s'agit de logiciels créés dans le but de nuire. Les premiers virus pouvaient faire sourire ou amuser. Les lettres s'accumulaient dans le bas de votre écran, vos fenêtres s'enflammaient ou votre lecteur CD s'ouvrait intempestivement. Très vite, les choses se sont compliquées. Les attaques étaient à la fois plus étendues et plus sévères. L'infection se propageait par disquette, par CD, toutes vos données étaient effacées, ou pire, votre ordinateur refusait catégoriquement de démarrer. De nos jours, les choses ont pris une autre tournure. Les attaques ont un but lucratif affiché. On ne cherche plus à détruire vos données, mais bien à les voler, les exploiter et celles de tous vos contacts également. Le logiciel malveillant ne cherche plus à se faire voir, bien au contraire. Il excelle à passer entre les mailles du filet. Et nous, ce midi, on parle plus précisément des malwares. Oui, exactement. Alors, ce thème est la contraction de l'expression anglophone malicious software. Il désigne tout programme ou logiciel spécifiquement conçu ou modifié pour endommager un ordinateur. Donc, en clair, c'est comme tous les logiciels qui endommagent notre ordinateur. Tout à fait. Et je devine qu'il y a plusieurs types de malware. On a plusieurs types de malware. Il y a d'abord les spyware ou encore appelés logiciels espions. Ces programmes sont conçus pour surveiller la navigation sur le web des utilisateurs. Les spyware ne se propagent pas comme des virus. Ils sont généralement installés en exploitant les failles de sécurité. Ils peuvent également être cachés et empaquetés avec des logiciels non apparentés installés par l'utilisateur. On a aussi les ransomware. Ces malwares affectent d'une manière ou d'une autre le système informatique et exigent un paiement pour le ramener à son état normal. On a aussi le rootkit. Le rootkit, ce malware permet aux pirates d'installer une série d'outils pour accéder à distance à votre ordinateur. Le rootkit, j'y arrive, peut capturer les mots de passe, voler les informations de cartes et de comptes bancaires en ligne. On a aussi un autre malware appelé virus. À l'image d'un virus qui peut infecter une personne, ce virus est un morceau de code contagieux qui infecte un logiciel et se propage de fichier en fichier sur un système. Lorsque des logiciels ou des fichiers infectés sont partagés entre ordinateurs, le virus se propage alors aux nouvelles hôtes. On a aussi, pour finir, toujours dans la catégorie des malwares, le cheval de Troie. Oui, le cheval de Troie, à l'image du cheval de Troie de la mythologie grecque. Ce malware est déguisé en un programme. En général, le pirate informatique utilise un cheval de Troie pour voler des informations financières et personnelles de l'utilisateur, du détenteur de l'ordinateur. Des informations financières, rien que ça. Financières et aussi des informations personnelles, vos données personnelles par exemple. Les risques varient en fonction du type de malware. Tout à fait. Et comment on les détecte? Alors d'abord, comment détecter les malwares sur votre ordinateur? Vous allez remarquer que votre ordinateur ralentit, votre système se plante, bloque. Vous remarquez aussi une mystérieuse perte d'espace de disque. Vous êtes là tout simplement, on vous dit qu'il n'y a plus d'espace sur votre disque. Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille que certainement des logiciels malveillants se sont installés sur votre ordinateur. La page d'accueil de votre navigateur change sans votre permission ou bien les liens sur lesquels vous cliquez vous envoient vers une destination web que vous n'avez pas demandé. Votre antivirus cesse de fonctionner et vous ne pouvez même plus le mettre à jour. Alors Mylène, chers téléspectateurs, pour se protéger contre ces logiciels malveillants, il faut tout simplement installer un antivirus. Installer un antivirus, c'est déjà bien, mais il faut régulièrement mettre à jour votre antivirus.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous parler parce que mais finissons d'abord avec ceci. Oui. Adonis, c'était tout oui, il doit forcément avoir des questions. Oui, mais avant, je voudrais aussi notifier que ces logiciels malveillants, le malware dont on parle, c'est beaucoup plus lié aux ordinateurs. La semaine prochaine, on parlera des logiciels malveillants, du malware version Android qui infecte les téléphones. Voilà, qui infecte même le WhatsApp, nos réseaux sociaux et nos différentes applications. Armand, Adonis, jamais vécu? On côtoie les virus au quotidien. Quand vous êtes dans l'informatique, quand vous utilisez les outils informatiques, vous côtoyez les virus au quotidien. Les virus et l'informatique, c'est une question de fidélité. Il paraîtrait même que ce sont les mêmes qui créent les antivirus, qui créent les virus, voilà, pour pouvoir créer la demande. Donc, de toute façon, il y a quand même toujours quelqu'un derrière, Adonis. Oui, il y a toujours quelqu'un derrière, il y a toujours un but visé derrière. Ça peut être un but social, politique ou un but financier ou commercial. Mais n'empêche que pour appuyer un peu ce que Rebecca a dit, il faut installer un antivirus, oui, mais il faut installer les antivirus payants et non craquer les antivirus. On aime la gratuité. Il y a des antivirus qui sont gratuits sur Internet. Mais il suffit juste de le mettre à jour et puis on se dit voilà, on est en sécurité, quoi. La gratuité n'a jamais rendu service. Rebecca, tu es d'accord? Oui, la gratuité. Donc il faut un type précis d'antivirus. Forcément. Les antivirus payants, donc vous achetez les logiciels, il y a les logiciels payants, enfin les antivirus payants vous donnent le code, tout et tout, et puis vous installez. Et ça a une durée de vie. Voilà, une durée de vie. Ouais, il faut vous utilisez les antivirus qui sont livrés avec le système d'exploitation sur votre machine. Là, c'est plus simple. Alors on se protège, hein, et on protège notre ordinateur, on protège nos données et on se protège. Rebecca, parce que notre ordinateur, c'est pratiquement toute notre vie. Exactement. Hein. On y met tout. On y met tout. Il y a nos données personnelles et tes données personnelles se retrouvent sur la toile ou sont utilisées à des fins commerciales. Vraiment, c'est pas du tout la joie. Donc, protéger votre ordinateur, c'est protéger votre vie aussi. Donc, installer des antivirus payants. Payants, ok. Et je pense qu'il faut le mettre aussi régulièrement à jouer. Ça ira. Merci, éviter Rebecca. les torrents. Adonis, c'est de foutre la clé. En fait, la clé USB que vous intégrez dans votre ordinateur, évitez de le foutre partout. Évitez aussi de télécharger tout et n'importe quoi, de cliquer sur n'importe quel lien parce que ça peut aussi faire installer les logiciels malveillants sur votre ordinateur. Rebecca, Adonis, on a fini pour aujourd'hui. Emmanuel, il est là. On a dépassé le temps prévu. Vivement que le Juste virus de Saint-Valentin puisse partir. Puisse partir, mais pourquoi? Tous les jours sont tout d'amour. Ah oui, on va en parler en coulisses. On célèbre l'amour. Nous, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ciao, ciao.